Euh, 7 février, donc il est 1 heure et quelques. Euh, cette, euh, cette chose, je ne sais pas comment l'appeler, en tout cas, j'ai une petite idée, surtout que j'ai peur de ne pas trop la, la traiter comme de pas trop savoir comment la traiter. J'ai un petit problème, une petite lourdeur d'estomac, donc, et puis il est un peu tard. Cette chose que j'ai finalement qui est venue suite à, à l'annonce de la mort de l'acteur centenaire. Voilà, donc c'est une chose. Alors, et puis ça a rencontré évidemment mon inquiétude autour de finalement de l'état de mon père. Voici deux personnes qui sont de la même génération et qui sont des survivants à leur manière. Bien entendu, l'acteur est mort hier et finalement peut-être un plus grand survivant que mon père, puisqu'il a fait la guerre, puisqu'il a été, il a échappé, enfin il a réussi à survivre à un AVC. Ce ne sont pas là des choses faciles, quoique la situation de mon père n'est pas non plus très finalement très assurée. Oh, voilà donc quelque chose qui est venu donc assez tôt dans la journée, mais que je n'ai pas traité sur le moment. Alors évidemment, ça m'a un peu échappé. Alors euh, je te promets, en fait, je peux pas tout promettre. C'est plus comme ça que ça doit être dit. Je te promets pas le paradis. Je n'en ai pas les moyens. Je voudrais bien. Je te promets pas. Je te promets pas l'éternité. Je n'en ai pas les moyens, quoique je voudrais bien te l'accorder à l'éternité. Le paradis à l'éternité et je ne sais pas si ça va ensemble. Je préfère plutôt te voir éternellement vivant plutôt que mort et au paradis. Et l'éternité, en fait, l'éternité c'est ton âge plus un peu plus, pas une éternité qui serait composée de centaines et de centaines d'années, juste un peu, mais on a du mal vraiment à savoir à dire ce qui est ce plus que l'on voudrait obtenir. Je signale que l'acteur donc décédé, lui aussi a perdu un fils en 2004, année clé pour toute la fratrie et toute la famille qui était, que nous formons. Cette famille a été amputée a perdu un de ses membres et évidemment un membre très important, quoique tous le sont, mais on ne pouvait pas évidemment hiérarchiser entre eux, mais chacun avait son rôle à jouer, même si nous étions nombreux, nous avions fini par constituer une unité assez finalement qui contribuait au bien-être de tous. Ainsi donc, une fois cette unité, une fois qu'elle a été, qu'elle n'existait plus, une fois qu'elle a été, comment on dit,
qu'elle a été, non pas déstabilisée, mais qu'elle a été, euh, euh, je ne sais pas comment le dire, une fois que, voilà, nous avons évidemment, nous avons continué à former une unité, mais dorénavant, une unité réduite. Le nombre et la composition s'est réduite. Je te promets, évidemment, il est très 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 difficile de parler du Père. C'est une chose atrocement difficile. Autant il est quelquefois facile de parler de la mère parce qu'on a toute une série d'images ou archétypales. C'est comme tout le monde, nous participons du culte de la mère, et surtout chez les hommes, chez les enfants mâles, il y a un culte. Alors chacun évidemment adore sa mère, n'adore pas toutes les mères, mais on peut considérer que c'est là que malgré tout cela constitue une sorte de, de caractère partagé par tous. Moi, je ne peux pas dire que, même si ma mère est importante pour moi, mais je conçois finalement que toutes les mères puissent l'être. Je ne demande pas, je ne vais pas dire je peux remplacer ma mère, parce que dans les faits, elle n'est pas remplaçable, mais, mais elle est d'une certaine façon pas remplaçable, mais elle est remplaçable aussi. Parce qu'elle partage un certain nombre de caractères avec d'autres mères. Et, et là, ça aurait été plus intéressant même d'avoir une sorte de mère multiple. Pourquoi pas? Ça aurait un peu allégé un peu le côté appartenance, le côté, on n'aurait pas été aussi imbriqué dans l'être mère. En tout cas, bien entendu, il y a toujours cette idée de rembourser la mère pour sa peine, pour évidemment sa contribution première qui était de nous mettre au monde, et puis après, le fait qu'elle ait veillé sur nous. Alors on voudrait à notre tour pouvoir veiller sur elle, ce qui souvent nous est impossible. Nous laissons mourir nos mères parce que nous n'avons pas les moyens de les protéger de tous les dangers. Si un AVC, un satané AVC qui arrive, on pense qu'il n'arrivera pas, que cela ne concerne pas notre mère. Bien qu'il ait concerné la sœur de notre mère. Mais nous voyons cela se produire chez les autres et nous ne mettons pas finalement une sorte de vigilance, une sorte de mobilisation pour nous-mêmes. Oui, d'accord, on a de la peine pour la tante qui finalement qui doit traverser cette étape difficile. D'ailleurs, elle en est morte. Et ma mère aussi a fini par mourir des suites de cet AVC et de ces séries d'AVC. Donc la sœur de ma mère est morte après son deuxième AVC. Et voilà, et nous ne savons pas comment protéger les nôtres. Nous ne savons pas, parce que
c'est pas que nous les préférons à d'autres, mais par exemple, pour moi, ma mère, c'est c'est une partie de mon histoire inconnue de moi. Et ma mère, elle, non seulement elle a cette histoire, mais je pouvais euh, me nourrir d'elle de plein de manières. Je continuais de consommer son corps. Et elle me permettait d'avoir un rapport différent. Bien sûr, j'ai une énorme tendresse pour toutes les femmes qui seraient du même âge que ma mère, des femmes où j'ai j'ai envie d'aider d'autres femmes qui seraient peut-être dans la difficulté. Je ne sais pas comment le dire. Alors, je te promets, je n'arrive pas à promettre. Je n'arrive pas à promettre, et même quand je pense dans ma tête à quelque chose, je n'arrive pas à, vraiment à, à être fidèle à ce que j'avais prévu de faire, donc à ma promesse. Aussi, donc, euh, il y a là, je te promets rien. J'aurais voulu te promettre d'être fidèle, de veiller sur ta mémoire, de veiller sur ton héritage, mais je ne peux. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? J'aurais voulu, euh, j'aurais voulu veiller sur toi, vivant ou vivante, mais je n'ai pas su le faire. Voici que je ne sais pas, je suis incapable de incapable de me considérer ou d'avoir de la considération pour ce que j'ai été. J'ai été, euh, je n'ai pas été l'enfant que vous, vous deux auriez aimé avoir. Voilà, je vous ai déçu et, et sur une longue période de temps. D'ailleurs, je ne sais pas ce qui m'a pris, je me suis tenu loin de vous et cet éloignement a peut-être participé à vous diminuer. J'ai participé à, à vous mettre dans des situations parce que vous avez peut-être, m'avez attendu, vous avez désiré ma venue et pourtant, chaque fois que je vous promettais de venir, je, je faisais le contraire, j'osais vous mentir et en t'aimant, je savais que je mentais et pourtant, je continuais de promettre. Aussi un être qui, qui, n'a, qui doit se maudire en permanence. Mais malheureusement, euh, être maudit, évidemment, et souffrir, voilà, je souffre, mais je pourrais souffrir encore plus. Je suis diminué de plein de façons. Mais apparemment, je continue de prendre du plaisir. J'ai osé rire aujourd'hui en écoutant des sortes de performances humoristiques. Ah voilà, donc euh, je peux dire que finalement euh, je, je pense encore à moi. J'arrive à ne pas être totalement omnibulé par mon sentiment de culpabilité. Alors, évidemment, je te promets
ça ne vient pas. Ça ne veut pas se faire. Je savais que j'allais pas pouvoir m'installer dans cette chose. Mais alors, Kirk Douglas, puisque c'était son nom, c'est marrant parce que lui, c'est le mâle, c'est l'homme, et il a été atteint d'un AVC, tandis que l'AVC a concerné ma mère et pas mon père. Et il a écrit beaucoup de choses sur sa vie, une vie misérable, euh, peut-être plus misérable que la mienne. Il a eu certainement beaucoup de chance, contrairement à mon père qui s'est retrouvé loin de l'école. Il n'a pas pu être scolarisé parce qu'ils ont dû, lui et sa famille, ont dû s'exiler à la campagne pour des raisons économiques, je pense. Et donc, il a raté la scolarisation. Et donc, j'imagine que Douglas a quand même eu droit, Douglas de son nom, de son vrai nom, je ne sais plus comment on le dit, mais il a un nom, là, le Kirk Douglas, c'est un nom de scène, mais voilà, donc c'est comme ça. Et il a écrit ses mémoires, et ce que je fais moi aussi, c'est écrire une façon, écrire mes mémoires, parler de la relation que j'ai eue avec mes parents, avec finalement les choses que j'ai approchées, etc. Mais quoique je ne parle pas souvent de mon père, j'ai peur que dès que je commence à en parler, je dois le faire au passé. Il y a une chose qui me fait peur. Et j'ai peur de la mort de mon père depuis au moins, depuis même plus de 15 ans. J'ai toujours peur. On va arrondir, on va dire 20 ans. Depuis 20 ans, j'ai peur. Et on peut même aller au-delà de 20 ans, mais on peut rester 20 ans. Toujours j'attends. Je m'attends à ce qu'on m'annonce son décès. Évidemment, je te promets, je ne peux plus rien te promettre. Je ne peux plus te consoler, te réconforter, parce que j'en suis devenu incapable. Je vous demande, toi et ma mère, je vous demande finalement de me reprendre et d'utiliser ma matière pour forger quelqu'un d'autre, un autre fils, parce que moi, je n'ai pas été à la hauteur. Vous auriez dû mettre fin à cette expérience, à ce premier jet. Ce premier jet n'était pas le bon. Je suis le premier, mais finalement, je suis le premier en, finalement en tout ce qui est mauvais. Je ne sais pas comment on dit le fait de ne pas être, un fils digne, un fils indigne, en tout cas Ibn al-Aq, je ne sais pas comment on le dit exactement. En tout cas, je suis un fils indigne, indigne de votre amour, indigne de vos sacrifices, indigne de, de vos attentes et de vos espérances. Et je ne suis pas seul dans ce cas-là, beaucoup de gens comme si on fait des enfants, c'est pour qu'ils nous déçoivent énormément. On les fait pour ressentir à quel point ils peuvent nous décevoir. Heureusement, ça ne se passe pas de la même façon pour tous les enfants qu'on fait. Heureusement qu'on a un peu
on a de meilleures relations avec certains et voilà, que certains sont plus proches, sont plus présents, sont plus fidèles, sont plus dévoués que d'autres. Mais être le premier, ça vous confère un statut unique, un statut, un privilège euh, immérité. C'est uniquement votre ordre dans la naissance qui fait de vous, comme dans ces histoires de, de succession, enfin de placement dans l'ordre des successions, vous êtes l'aîné, vous êtes légitime pour prétendre à la succession. C'est uniquement une histoire, enfin c'est l'arbitraire, il n'y a pas autre chose. Et simplement, c'est comme ça. Et voilà, on continue. Alors, il n'y a pas de succession, il n'y a pas d'héritage, il y a juste la considération et la relation que l'on continue d'entretenir avec le premier. Il a une place à part, ou c'est comme ça que je continue de le concevoir. Peut-être que ce n'est pas vrai. Peut-être que, comme on dit, finalement, quand l'aîné s'en va, s'il part mais qu'il ne revient pas, sa place, sa niche, enfin sa place symbolique est occupée par quelqu'un d'autre. Ça doit, pourrait dire, comme pour ces histoires d'amour, pourrait dire l'amour premier, c'est un amour qui ne se remplace pas. Quoi qu'on fait beaucoup au sujet de l'amour, c'est souvent une histoire d'affabulation. L'amour, c'est quelque chose qui n'est pas très sérieux. Ce n'est pas. On arrive dans une histoire et en fait on cherche à appliquer une sorte de relation prête à l'emploi et ça ne marche pas. Tandis que la relation filiale, c'est une relation qui se construit avec le temps, tandis que la relation d'amour, c'est tout de suite, c'est dans les médias et évidemment, là, il y a, il y a une sorte de précipitation, il y a une sorte, il y a une, il y a quelque chose qui, voilà. Et donc, cette filiation. Alors, je te promets que promettre encore, est-ce que le fait de promettre à quelqu'un qu'on ne va pas l'oublier, est-ce que cela peut lui apporter un quelconque réconfort? Est-ce qu'on, si on promet à quelqu'un qu'on va prier pour le salut de son âme, est-ce que ça va? Et toujours, j'applique cette règle. Finalement, je préfère que tu ne me pries pas pour moi, mais que je reste vivant. Je préfère ne jamais avoir besoin de tes prières, car de toutes les façons, ils ne me permettront pas de revenir d'entre les morts. Je ne sais pas, j'aimerais être à la place du fils de Douglas, qui doit être, je ne sais pas dans quel état. En tout cas, il est assez âgé, lui aussi. Il est plus âgé que moi. Et fondamentalement, les gens, quelquefois, ne montrent pas beaucoup d'affectation. C'est souvent les gens sont un peu juste un peu changés, mais bon, quelqu'un qui meurt après avoir vécu 100 ans, bon, c'était le bon moment, il fallait bien qu'il meure un jour, donc c'est arrivé. Sa vie a connu une sorte de prolongation, il a eu droit à des bonus en quantité, ben voilà. Donc 103 ans comme on dit, c'est assez. Et voilà. Et quand on sait que
le fils de Douglas a été atteint d'un cancer. Bon, donc lui-même, il est peut-être, je ne sais pas s'il aura la chance de vivre aussi longtemps, la chance, ça se discute, de connaître la même longévité que son père. Moi, je sais que je ne connaîtrai pas, une grande longévité au vu de finalement, de mes difficultés actuelles. Je suis atteint de quelque chose que l'on dit chronique, une chose qui s'attache et qui ne s'en va plus. On me promet une mort certaine, une mort qui va venir tôt, quoi que je fasse. Et je vois dans mon corps les signes de cette mort annoncée. Donc je te promets, qu'est-ce que je peux te promettre? Il y a, comme ça on dit quelquefois, il y a quelqu'un qui dit, nous ne sommes pas faits pour le bonheur ou nous n'avons pas su être heureux ou des choses comme ça. Il est vrai que quand nous avons à côté de nous les gens que nous aimons, nous avons du mal à leur dire, à le leur faire sentir. Eux aussi, de leur côté, ils ont tendance plutôt à créer des conflits, finalement à nous mettre dans l'embarras, à ne pas, on devrait, je sais pas, on devrait être dans une sorte de béatitude, voilà, une sorte de d'état dans lequel, un état de grâce, on est heureux, si on a envie de remercier Dieu pour ses bienfaits, on remercie Dieu, on se dit tiens, et on pense à nos anciens, à nos morts, et finalement on prie pour eux et on leur envoie nos salutations. On pense à l'instant et on passe l'instant de la façon la plus intense, mais aussi la moins, la plus, presque la plus insouciante possible. Nous sommes heureux. Nous sommes en train de communier ensemble. Nous sommes en train de, de manger quelque chose que nous aimons tous. Voilà une chose qui nous réunit. Et après, et cette chose, et nous sommes heureux parce que nous sommes côte à côte et nous sentons que nous formons une unité, que nous formons une seule et même, une seule et même, oh, je perds mes mots, une seule et même, je peux pas dire fratrie, je sais pas comment dire, une seule et même cellule, voilà, quelque part. Euh, alors il y a, c'est vrai, il y a des alertes. Alors on dit, quand on est souvent sur le net, il y a des alertes. On peut dire notification, alerte, peu importe. En tout cas, on reçoit comme ça des signes qui nous annoncent que quelque chose de très important, quelque chose de très douloureux va se produire. Ça s'est produit pour la famille des Douglas et ça se produira pour ma famille à moi, ça se produira pour ta famille à toi, si ça ne s'est déjà, ça ne s'est pas déjà produit. Donc c'est une annonce, c'est l'annonce, dire l'annonce à Moïse, c'est l'annonce à, ça a été l'annonce à Douglas, c'est l'annonce à moi, c'est l'annonce à toi, et on reçoit tous quelquefois cette,
comment dire, non pas cet avertissement, mais voilà, donc, et on ne peut rien faire, il n'y a rien à faire, on peut regarder, rester presque, on peut être totalement un sentiment d'impuissance, même un peu tétanisé, même un peu, on se sent dépassé par la chose que que ça va constituer. Ça va être tellement. Alors, j'en sais rien. Pourtant, c'est la capacité que nous avons de nous adapter à ça est tellement forte que nous ne pouvons pas non plus. Ce n'est pas une plaque qui passe sous une plaque comme ça de façon brusque euh, et, et que cela va entraîner des effets, des cataclysmes à l'échelle du monde. Non, c'est une sorte de glissement, mais tout en douceur. Bien sûr, ça occasionne des sortes d'ondes. Alors ça peut causer des petits tremblements, mais jamais de catastrophe. C'est, voilà, donc une plaque est en train de glisser, est en train de s'enfoncer dans les couches profondes, est en train de s'enfoncer dans le magma, mais pourtant, euh, mais ça se passe contrairement à d'autres lieux où cela se produit dans la fureur et dans le fracas. Quand, quand vous avez un âge assez jeune et que vous perdez votre père ou votre mère, là c'est un cataclysme de force 10 maximum à l'échelle la mesure des cataclysmes, c'est le maximum que l'on puisse compter. Après, on peut atteindre une échelle, en fait, ou un échelon, enfin en tout cas, au-delà duquel il n'est plus possible de mesurer. Donc c'est un cataclysme. Alors, donc les cataclysmes ne se ressemblent pas, et même que le mot cataclysme, quelquefois, ne convient pas. Nous sommes assurés de l'avènement futur proche d'une catastrophe, mais nous avons eu le temps de nous préparer. Alors je te promets quoi? Je te promets de rester pareil, absent. Voilà. Pourquoi changer? Puisque j'ai été absent, puisque je suis resté loin. Je ne sais pourquoi. Est-ce que j'avais à protéger? Je n'en sais rien. En tout cas, je suis resté loin. Et cela, finalement, je doute. Je me pose des questions. Mais qu'est-ce qui a fait pour que je me comporte? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi je me comporte de cette façon? C'est une chose un peu, c'est une chose un peu interpellante. Vraiment une chose. Il n'y a rien d'autre que cela, être voilà, interpellé par ça. Et c'est marrant parce que quelquefois on peut parler pendant presque une éternité, quelquefois on ne voit pas ce qu'on. Si, on peut toujours ajouter une chose à une autre, puis et quelquefois on sent qu'on n'a pas, qu'on ne doit pas le faire, parce que ce serait comme se mentir à soi-même, comme ce serait non, ce serait pas convenable. Je suis
dépassé par le sujet, je suis dépassé par mes actes, par mes actions, par mes mauvaises actions, par mon attitude, par mon indignité, cela me force, et finalement, me force à me taire. Le mieux que je puisse faire, c'est de me taire et de reconnaître, voilà, ça sert à rien que je continue de, de- d'affirmer ma responsabilité, de reconnaître que, etc., d'avouer. Avouer ne sert à rien, n'apporte rien, ne change rien. Simplement, je suis resté, la seule fois où j'ai parlé de mon père, c'était il y a déjà 4 ans, et je suis un peu... je me rappelle, il y avait quelqu'un qui avait mis dans sa liste de favoris le texte oral que j'avais fait sur mon père. Mais à l'époque, évidemment, j'ai dû parler du père, un peu comme on fait son auto-analyse, un peu, toujours d'un point de vue, comment l'image du père a pu finalement, nous construire et comment on s'est construit en s'alignant sur elle, ou plutôt, et en même temps, en la contrariant, en s'opposant à elle. Il y a, le père est un modèle et en même temps un contre-modèle, est une source d'admiration, mais en même temps, on lui tient rigueur pour un certain nombre de choses. Simplement, je ne voudrais pas être l'enfant que j'ai été, le jeune que j'ai été, qui était prêt à instruire un procès contre son père. En cet instant, je n'ai pas de procès à faire à mon père. Je ne trouve pas ça légitime. J'ai compris, finalement j'ai compris, mais il y a déjà un moment, que les enfants et leurs parents ne vivent pas dans le même monde, qu'il y a une différence d'échelle ou une différence de temporalité, et que les parents sont toujours dans la situation d'être dépassés. Ils ne sont pas finalement les êtres, ils ne maîtrisent pas ce qui finalement, ils ne maîtrisent pas leur vie, ils ne maîtrisent pas ce qu'ils ont à dire ou ce qu'ils ont à faire. Souvent ils sont entraînés par une dynamique. C'est uniquement ceux qui ont eu des enfants à leur tour comprennent cela de façon vraiment très, 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 très profonde. Mais même moi qui n'ai pas eu d'enfant, je peux l'imaginer et je peux finalement en avoir une idée. C'est, il y a une sorte de césure, alors je ne sais pas comment dire, entre parents et, et entre engendreur et engendré. Il y a, comme on pourrait dire, il y a une différence de nature entre le créateur et le créé. Voilà, les parents, ce sont les créateurs et nous sommes les créés. Il y a une différence de nature. C'est évident que Dieu peut, je ne sais pas, imaginons Dieu, sans faire exprès, il peut finalement dire quelque chose ou ne pas réagir à une chose, mais cela va se répercuter de façon euh, extraordinairement
extraordinaire sur la vie de ses créés. Dieu dit à Dieu, éternue, et voilà qu'il y a un tsunami, voilà, simplement, il y a un tsunami, il y a des inondations, il y a toutes sortes de catastrophes, mais pourtant il n'a fait qu'éternuer. Le père, la mère, dit une chose comme ça, qui lui passait par la tête, sans vraiment la penser, c'est une chose comme ça, on dit une chose, on lance une petite pique, on dit un peu finalement sa lassitude, ou bon, je sais pas, on est père, on est père, on est mère, et malgré soi, et quand on s'engage dans ce processus, on ne sait pas dans quoi l'on s'engage. Donc, même si on a à côté les exemples de ses parents, mais ce n'est pas pareil. Donc, c'est finalement, je fais un acte parmi beaucoup d'actes que je fais, et voilà que je me sens engagé. Comme je promets à quelqu'un, moi je rencontre quelqu'un, je lui dis je l'aime, que finalement c'est la personne la plus importante pour moi et dans le monde. Et puis, quelques temps après, je lui dis, voilà, excuse-moi, mais je voudrais récupérer ma liberté, je voudrais mon indépendance, voilà, j'ai prévu, j'ai envie de... Comment ça se fait? Tu m'avais promis de rester avec moi tout le temps, d'être toujours en disponibilité. Et puis maintenant, tu veux partir, tu veux disparaître totalement. Alors tu m'as menti. Non, je t'ai pas menti. J'ai dit cette chose-là, sincèrement. Je l'ai pensé. Au moment où je la disais, je la pensais. Mais c'était pas une promesse absolue. C'était, voilà, comme on dit, les promesses les promesses ne concernent que ceux qui croient, ou je sais pas, une expression comme ça, ou un aphorisme, ou je sais pas quoi. En tout cas, c'est la chose est que nous sommes fautifs vis-à-vis de nos parents parce que nous les investissons d'un pouvoir, nous les investissons d'une sorte de capacité qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas à subir nos récriminations, nos reproches et surtout pas durant toute notre vie. Nous devons rétablir la vérité des choses et la vérité des choses, c'est de considérer que, évidemment, personne ne peut être parfait dans ces situations-là et qu'en fait, il n'y a pas à demander à avoir des parents exemplaires. Il faut accepter que ses parents ne le soient pas et qu'ils puissent avoir plein de défauts et qu'ils puissent être critiquables, mais avec mesure et avec modération, et même qu'à un moment donné, on doit cesser de les critiquer en quoi que ce soit, c'est fini. C'est fini, le temps des critiques est passé, le temps finalement du procès et lui aussi est passé. Il y a juste à finalement à s'asseoir et essayer de passer un peu de temps ensemble dans une sorte d'ambiance, ambiance sans, dans laquelle on est, on vit l'instant, on vit, on pense pas au passé, et
pas ce qui pourrait advenir. On vit l'instant, et l'instant, voilà, il fait bon, on est au calme, on est entre nous. Voilà, c'est ce qui compte. Voilà, c'est grappiller quelques moments comme ça, et c'est ça qui fait, qui fait l'intérêt de la vie, c'est de pouvoir vivre des instants uniques, des instants que l'on sait, euh, que l'on sait assez rares, et d'où leur caractère précieux, leur caractère. euh, voilà, donc c'est c'est comme ça. Alors, comme on appelle ça, il y a un terme, oui, voilà, dans cette causerie. Alors, je sais pas, ça devient, c'est pas du bavardage, ça devient une sorte de causerie. Voilà, dans ces causeries-là, finalement, c'était toujours, il y a des moments où on est plus capable de le faire, de faire de sorte de conclusion, de finir la journée par une prise de parole conclusive. Et quelquefois, on n'est pas capable d'y arriver. Mais en tout cas, on le fait quand même, même en éprouvant les plus grandes des difficultés, mais on fait un petit essai. C'est un jour, voilà, c'est le jour, c'était le signe. La mort de Douglas est un signe que pour moi, il faut que je me veille à cette perspective de la disparition prochaine du père. Il faut vraiment, mais je n'arrive pas à être dedans. J'en parle, mais souvent déjà avec cette prise de parole et dans finalement dans cette j'ai les bouchons dans les oreilles, etc. Et puis même le fait de parler à voix haute et à parler seul, ça crée toujours une distance. Il n'y a pas le côté émotif, il y a l'absence du côté émotif. On est plus dans l'écoute et on est plus attentif à ce que l'on va dire plutôt qu'à la tonalité. On ne peut pas attendre de soi d'être... tous nos efforts sont dirigés vers la production des mots. Alors, on ne peut pas consacrer une partie de nous-mêmes à faire à l'émotion. Donc, et même, j'avais prévu, je me disais, tu vas parler, en même temps, tu vas écrire, tu vas aller sur des pages d'internet, mais finalement, non. C'est impossible de faire autre chose. Donc déjà, c'est impossible. C'est une parole, non pas artificielle, mais c'est une parole qui est à distance de soi. C'est rare qu'on a réellement une sorte de phase, une sorte de symétrie avec notre intériorité. Les mots nous créent une sorte d'univers à part. Voilà, donc on ne peut pas. Je suis... c'est moi, mais en même temps, ce n'est qu'une partie de moi qui est à la manœuvre, et donc et c'est vrai que même les mots, c'est une histoire de l'improvisation. Même quand on dit des choses assez banales, il faut quand même pouvoir les mettre, les aligner. Ce n'est pas une chose comme ça qui vient facilement. Et même si on l'a pratiqué depuis un moment, ça reste toujours
un effort particulier, un effort très coûtant, très coûteux. Et donc, ça mobilise tout. Ça mobilise, et voilà, donc, ouais, il y a quelqu'un qui est mort. Il n'était pas centenaire, euh, mais et finalement, ses descendants, ses enfants et d'autres gens avec eux ont sorti un avis, enfin une annonce, disant que ce qu'il a écrit finalement va être soumis à un comité de gens qui vont l'étudier, qui vont faire un tri entre ce qui doit être, ce qui est publiable et ce qui ne l'est pas. Pourquoi j'ai pensé à ça, je n'en sais plus rien. J'ai oublié pourquoi j'ai pensé à ça. En fait, zut, zut, j'ai oublié pourquoi. En tout cas, le patrimoine, le patrimoine du père, euh, j'ai oublié pourquoi j'ai voulu intégrer ça aussi et ça m'avait paru assez pertinent, mais j'ai oublié le motif pour lequel j'ai évoqué cette affaire-là, qui est l'affaire de quelqu'un qui a écrit mais qui n'a jamais publié apparemment, et donc ses enfants vont se charger, et d'autres avec eux, d'expurger son œuvre, et donc euh, on peut dire qu'on est, je ne sais pas quoi dire, hein, qu'on est responsable de la postérité mémorielle du père, de ce qui va advenir du père. Euh, c'est une histoire un peu compliquée tout de même. Alors on n'est pas sans voix, euh, mais on n'est pas à l'aise pour évoquer, pour évoquer ces choses-là. C'est vraiment des choses pénibles et embarrassantes et lourdes. Alors, dans la prise de parole, comme dans l'écrit oral, comme dans l'écrit partout, il y a une chose dont il faut tenir compte, il y a l'esthétique, il y a la forme qui doit être soignée. Alors quelquefois, on va, comme on dit, non pas magnifier, mais arranger la réalité pour mieux la présenter. Alors on va, je ne sais pas comment le dire, on va esthétiser, j'ai oublié le terme, il y a plein de termes que je n'ai plus, mais on va arranger les choses, on va maquiller, et donc j'oublie au fur et à mesure, j'oublie les choses au fur et à mesure que je les dise. Vraiment, apparemment, l'idée de parler pour éviter la perte mémorielle, bah, finalement, apparemment, ça marche pas tant que ça. Je perds, dans l'instant même où je dis une chose, je perds le fil. C'est incroyable. C'est la première fois que ça m'arrive aussi, que je constate cette chose-là, vraiment aussi de façon aussi aiguë. C'est vraiment c'est alarmant. En tout cas,
la chose est que euh, il y a beaucoup de choses, il y aurait beaucoup de choses à dire. Il y a toujours le père, ça représente, comme pour Douglas, ça représente une autre époque. C'est l'époque des migrations, l'époque un peu qui est devenue une sorte d'épopée, quelque part, l'arrivée des migrants, le fait de s'installer, de s'adapter, finalement d'accéder aussi au rêve américain et voilà, de se réaliser bien ou très bien ou pas du tout. Il y avait une période qui était marquée par des événements assez cruciaux, les guerres, les crises économiques, etc. C'est pas que maintenant il n'y a pas de crise, il y en a eu, mais on a l'impression que l'époque est beaucoup moins, je sais pas, c'est peut-être le passé qui acquiert ce côté un peu épique et que le présent souvent ça nous paraît comme presque vide, pas attirant, pas romantique. On l'a pas encore romantisé, je sais pas, on l'a pas encore magnifié parce que c'est le présent et il est trop comme une chose qui est un peu trop chaude. Il faut attendre qu'elle se refroidisse un peu pour qu'elle. Il faut attendre, il faut la laisser se reposer un peu pour que elle soit plus goûteuse. Après, on peut aussi l'accommoder avec autre chose. Je ne sais pas comment parler. Et comme je ne m'écoute pas avec ces bouchons d'oreille, je suis privé de du son de mes propres paroles. C'est pour ça que j'oublie ce que je dis et ça crée des ruptures. En tout cas, j'ai essayé de parler du père. Je me suis dit que c'est le bon moment. Je ne sais pas si c'est exactement ça. En tout cas, je n'arrive pas à m'installer en réel dans cette situation. Je parle de ça comme s'il s'agissait de l'histoire de quelqu'un d'autre, en partie, en grande partie, je ne sais pas jusqu'à quel point, mais j'ai du mal. Et comme je me parle à moi-même, c'est effectivement, c'est moi, je m'adresse à moi-même. Il n'y a pas de, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, oui, voilà, je disais l'esthétique, c'est en fait, on essaie de magnifier un peu l'histoire du père. Alors, j'oublie pourquoi je veux le dire. Oui, voilà, on veut parler d'une chose, voilà, quelque chose, je vais essayer de la développer, j'espère ne pas perdre le lien. Il y a une chose, il y a un deuil, il y a un deuil, il y a une catastrophe familiale, enfin catastrophe qui touche un groupe d'humains, mais quand on veut en parler, on va tout de même faire attention à la manière dont on va la présenter. Donc on s'attache à la forme, alors qu'en fait on devrait ne pas en tenir compte. D'abord à la douleur, faire, faire partager sa douleur. Donc et c'est un défi parmi les plus grands, comment parler de façon crue, de façon directe, sans fioritures, sans arabesque, sans retouche, sans arrangement. La vérité telle qu'on l'a ressentie, les choses telles qu'on les a éprouvées. Donc la vérité, c'est vrai que j'avais trouvé dans le journal intime d'Anaïs Nin, le peu de passages que j'en ai lus, évidemment, journal déjà expurgé,
mais j'avais trouvé qu'elle avait une capacité à parler des choses, et même si elle avait arrangé les choses, ce qu'elle voulait dire, elle le faisait passer, elle me le transmettait, elle le transmettait à ses lecteurs. Et un journal, en général, c'est pas fait pour être édité. En tout cas, quand on le commence, on ne sait pas. On l'écrit pour soi-même. Mais je ne sais pas quel était son projet. Et donc, quelque part, il y a des gens qui sont capables d'allier l'esthétique l'esthétique et le côté brut d'une émotion ou d'un chagrin. Voilà, le chagrin. Donc souvent, le problème, c'est qu'on parle de ces sentiments bien particuliers d'une façon très qui ressemble à celle que tout le monde utilise. On n'a pas une infinité de possibilités. Et là, on remarque qu'il y a des gens qui ont un talent unique, c'est de parler d'une façon originale, de parler d'une chose évidemment banale. La mort d'un parent, c'est une chose qui se produit, c'est produite et qui va se produire continuellement, qui se produit sans cesse. Et alors on va dire 99, je ne sais pas combien de gens vont utiliser les mêmes termes, mais il y aura une minorité, une ultra minorité, qui elle va savoir parler de ça avec, avec originalité, avec inventivité. C'est pas que l'inventivité soit une chose indispensable, c'est juste que ça permet, quelquefois, comme ça, on se, on se permet, c'est comme, je sais pas, on va visiter un mort, il voit pas ce qu'on lui apporte. On lui apporte un joli bouquet. Bien sûr, on pourrait piquer on pourrait prendre un bouquet tout fané, pas de problème. On pourrait acheter le bouquet le moins cher. Mais on achète un beau bouquet parce qu'on a de l'estime pour le mort. C'est comme ça qu'on manifeste un peu notre amour, enfin, et notre attachement. Et donc, quand on a recours à un style, à une recherche, à une sorte d'excellence, si je puis dire, dans le compte-rendu, dans l'adresse, dans le rapport, c'est parce que ça nous permet de mieux exprimer et de mieux faire passer nos sentiments. Et c'est très particulier, c'est vraiment unique, une manière unique, mais ô combien intéressante, ô combien presque, ô combien merveilleuse même, la façon que tu as de dire à quel point cette personne fut unique. Elle l'était parce que quand elle regardait, on a l'impression qu'elle finalement qu'elle voyait au-delà de l'horizon. Elle avait la capacité, rien en la regardant, on pouvait un peu approcher les frontières infinies du monde. On pouvait passer dans une autre dimension. Il y avait le corps était encore tout en finesse, mais il était magistral. Ce corps était magnifique dans ses proportions, était magnifiquement architecturé. Il n'y avait rien
qui était de trop. Ni gros, ni trop gros, trop fort, ni trop mince, c'est une perfection. La légèreté du geste, le côté presque dansant des gestes, la, 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 le, le côté, euh, le déplacement dans l'espace. Ce déplacement presque comme si la personne évoluait dans un milieu dans un milieu avec une sorte d'aisance unique. Elle, est, elle ne semblait pas faire d'efforts. Elle semblait ni lourde, ni lourde. Ses pas n'étaient pas trop lourds. Ils étaient, comment dire, quand elle marchait avec une sorte légère, c'est avec une certaine légèreté, mais en même temps fermeté, juste ce qu'il faut, et c'est cette tête ô combien bien proportionnée, ô combien merveilleusement sculptée. Voilà comment on peut commencer à parler. Et j'ai donné là un petit exemple. Bien sûr, c'est venu parce que d'autres mots sont venus, l'ont préparé. Ce n'est pas venu comme ça. Si je n'avais pas parlé auparavant, je n'aurais pas pu avoir accès à ces mots. Voilà toujours les bienfaits de la prise de parole comme ça, spontanée, et de l'écriture, les bienfaits de l'écriture orale qui pour moi dépassent souvent les bienfaits de l'écriture manuscrite. C'est cette écriture, cette façon de finalement de mettre les mots en place et comme quand on marche et qu'on avance et que plus on avance, on a des chances comme ça, comme si on composait un bouquet avec toutes sortes de fleurs. Il y a là comment on appelle ça, non pas un bosquet, mais il y a là des fleurs qui sont ensemble. Il y a là une plante et ça forme une sorte de... et puis, quand on avance un peu, on trouve autre chose. Alors, c'est la forme qui change, c'est la couleur, c'est... Et on fait à mesure qu'on avance, le bouquet devient plus grand, plus diversifié. Et à la fin, on a la réalisation, l'aboutissement ultime, c'est ce beau bouquet qui est composé de choses qu'on a rencontrées, de ce qu'on a rencontré sur le chemin. Il n'y avait pas, on ne savait pas à quoi, ce qu'on allait ramasser. C'est le hasard qui nous a fourni la matière, les motifs, les couleurs, les textures, c'est le fruit du hasard. Et donc quand on a cheminé comme ça au milieu du mot, on finit à la fin peut-être par arriver à avoir ses lèvres quelque chose qui peut être satisfaisant. On a envie, on a envie de... c'est vrai, là, je suis resté 1 heure, c'est quand même pas rien. Voilà, donc je te promets de prendre soin de toi en mots, de ne pas être avare en mots, pour te rendre hommage et pour te rendre un peu, te rembourser une partie de ma dette. Simplement, c'est
ce travail, c'est ça qui est malheureux. Ça aurait été bien si j'avais un peu, si des gens, que ce travail se faisait à plusieurs. Euh, c'est euh, c'est vrai que j'ai là c'est un moment un peu bizarre où je n'ai pas accès à beaucoup de choses, mais quelquefois quand il y a une discussion, quand il y a un échange, ça permet de faire un peu remonter des choses que l'on a oubliées, qu'on ne sait même plus qu'on avait. C'est ça, on a des choses, malgré mes oublis, j'ai des choses encore, mais évidemment, tout dépend du moment. Alors, un texte, ça traduit un instant, ça traduit une humeur, ça traduit un état physique, un état hormonal, un état psychique, ça traduit un état dans le temps, et ça traduit plein de choses. Et quand le texte est... alors, la question que le texte soit quelque chose de très bien ou pas, c'est secondaire. Le texte, il a juste le mérite d'exister. Après, qu'il puisse être bien reçu ou pas reçu, c'est vraiment une question qui n'a pas d'importance. Ces choses-là, c'est comme si, voilà, je parle de cette histoire de marcher pour finalement pour cueillir. C'est comme si toute cette chose-là, ça fait partie d'une sorte de démarche, d'une sorte de projet à long terme et qu'à la fin, il y aura peut-être la venue ou l'avènement d'une sorte de ou l'accès à il y aura peut-être l'accession à quelque chose, un autre monde de l'expression, à un autre niveau de l'expression dans lequel les choses pourront être dites d'une autre façon. Il y aura peut-être, j'aurai accès à un autre style, à une autre façon de placer les mots. C'est ce que finalement j'attends de cet exercice. Voilà, après, que dire de plus? Il n'y a rien à dire. Il faut espérer un peu être touché par la grâce, bénéficier d'une sorte d'inspiration divine. Voilà, un peu avoir la possibilité de la possibilité comme ça, même brève, la possibilité de mieux, de mieux trouver les mots à dire, les mots qui vont faire plaisir et qui vont être finalement qui vont être dans qui vont créer une sorte de, de continuité, une sorte d'enchaînement. Voilà, on aimerait qu'il y ait une sorte d'enchaînement, une sorte d'élan, que quelque chose comme ça se produise, euh, être comme ça doté d'une sorte de pouvoir, une sorte de capacité à faire venir à soi les mots dont on a besoin pour les mettre, pour comment dire, pour qu'ils répondent à ce que vous désirez, que mon désir soit comblé
d'une façon. Alors, j'attends justement des mots de mieux comprendre, de mieux percevoir, de mieux savoir ce que je dois faire, ce qui est finalement une obligation, une sorte d'urgence même, une sorte de tâche impérieuse, et aussi donc faire la différence entre ce qui est la chose à faire instamment et la chose qui doit être qui ne n'a pas ce caractère n'a pas ce caractère de ce caractère d'urgence ou de voilà. Donc j'arrête là.